Bonjour les troisièmes, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose ce cours sous cette forme de manière à ce que vous puissiez avoir des commentaires qui accompagnent le cours qui vous a été envoyé en début de semaine ou la semaine dernière. Ce cours évidemment est à connaître pour le brevet blanc et puis pour le brevet tout court. Donc ces commentaires sont destinés à mieux comprendre le contenu de ce que vous avez sous les yeux. L'idée, c'est que vous puissiez avoir des exemples concrets pour étayer un développement construit. Autrement dit, quand vous rédigez un document construit, vous devez proposer des arguments et des exemples. Et ces exemples, vous devez les tirer de choses que vous avez déjà vues, soit dans votre expérience personnelle, soit dans le cadre du cours. Et dans le cadre du cours, évidemment, c'est mon travail. Donc, on avait ensemble évoqué dans le cadre de ce chapitre sur les espaces de faible densité et leurs atouts la situation des Cévennes. Et je vous avais distribué un document sur le Périgord, la Beauce et le Morvan. On va donc évoquer ensemble ces exemples-là, sachant que l'exemple majeur que je souhaite développer, c'est celui autour des Alpes du Sud. Vous avez donc normalement sous les yeux votre cours, mais également le document donc, que je vous ai envoyé qui reprend l'ensemble du cours. La dernière fois qu'on s'est vu également, on était en train de discuter des différents conflits qui peuvent survenir entre ceux qu'on appelle les néo-ruraux et les habitants, entre guillemets, historiques d'une région telle que les Cévennes. J'avais évoqué avec vous un exemple très précis, l'exemple du coq Maurice. Si vous allez sur internet, tapez coq Maurice et coq Marcel. Le coq Maurice est donc un coq qui chantait sur l'île d'Oléron et le voisin du propriétaire du coq Maurice avait porté plainte à de nombreuses reprises pour tapage nocturne ou diurne, c'est-à-dire pour un trop gros bruit ou un dérangement sonore sur son lieu d'habitation. Les juges ont donc débouté le plaignant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné suite à la plainte. Et on appelle ça du coup la jurisprudence du coq Maurice, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, plus personne n'a osé porter plainte contre un coq ou un âne ou un animal quel qu'il soit de la campagne, parce qu'il savait que potentiellement un juge pouvait classer cette plainte sans... Juste derrière, les membres du Parlement, c'est-à-dire à la fois du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont voté une loi à l'unanimité, ça veut dire que tout le monde était d'accord, pour la préservation du patrimoine sensoriel français. Autrement dit, aucune personne en France peut porter plainte en gendarmerie contre des éléments qui appartiennent à la nature et qui pourraient en fait tout simplement relever de la propriété d'un voisin. Je pense notamment à tout ce qui relève des bruits, donc le cancanement des canards, le hennissement des animaux, chevaux, ânes, etc. Évidemment le cocorico des coqs. Et quand on parle de patrimoine sensoriel, il n'y a pas que l'ouïe, il y a aussi l'odorat. Et donc, par exemple, nous n'avons pas le droit de porter plainte parce que on trouve que les odeurs émanant de chez le voisin sont inconfortables. Par exemple, nous n'avons pas le droit de porter plainte parce que notre voisin est un éleveur de cochons, sachant que les porcheries, ça sent extrêmement fort. Pareil, pour quelqu'un qui stocke du purin, du crottin de cheval dans son jardin, s'il est agriculteur, tout cela fait donc partie de ce qu'on appelle le patrimoine sensoriel, et la loi le protège. Donc ça signifie que les néo-ruraux ne peuvent pas porter plainte s'ils sont incommodés. Et donc le coq Marcel, c'est un coq qui en 2020-21 a été tué par le voisin de l'habitation où se trouvait le coq Marcel. Et la personne qui a tué le coq Marcel, c'était en Ardèche, a écopé de 5 mois de prison avec sursis. Donc c'est assez dissuasif. Donc la loi est bien en place, il ne faut pas toucher à ce qui relève du patrimoine sensoriel français. Je vous ai distribué donc un document sur lequel vous allez avoir 3 exemples. Ce sont des zones géographiques françaises, des territoires sur lesquels une très faible densité est observée.
Je souhaite que vous compreniez que ces territoires de faible densité relèvent de situations radicalement différentes. Dans un premier temps, voici donc la Beauce qui se trouve au sud de Paris, qui est historiquement une zone agricole, céréalière, c'est dans le bassin parisien, où l'on va trouver donc des très très grandes exploitations dotées d'engins mécaniques ultra modernes, c'est-à-dire que vous avez des champs à perte de vue, des propriétaires qui vont posséder l'équivalent d'une centaine de terrains de football, voire plus, et ces grands propriétaires n'ont aucun intérêt à faire basculer leurs champs en lotissement, c'est-à-dire que l'argent qu'ils récupèrent de l'exploitation de la céréale est bien plus important que s'ils vendaient leurs parcelles de terre pour en faire des lots habitables et donc des lotissements pavillonnaires. Donc voici pourquoi il y a des champs à perte de vue autour de donc, la culture de la céréale, du blé, de l'orge, du tournesol, de la betterave, du colza. Et l'explication relative à la faible densité, c'est donc que les terres agricoles rapportent beaucoup plus d'argent que si ce n'était des lieux habitables. Il y a une population, vous voyez sur l'histogramme à droite, qui est légèrement en hausse dans les petites communes de la Beauce. Évidemment, certains peuvent s'installer ici pour ensuite aller travailler dans la couronne parisienne qui n'est pas si lointaine. Regardez la différence entre 1946 et 2012, entre 1100 habitants et 1450 habitants, c'est pas révolutionnaire non plus. Vous savez que dans notre région, je pense à Saint-Jean-d'Ardière, même Monceau, Franchelin, on a des comparatifs de population bien plus importants avec des multiplications parfois par 2 ou par 3 du nombre d'habitants dans ces communes. Vous avez ensuite un document qui évoque le Morvan. Le Morvan fait partie de ce qu'on a appelé la diagonale du vide. C'est au nord de la Bourgogne. Ce territoire est un territoire enclavé avec de l'élevage extensif. Alors enclavé, ça veut dire qu'il n'est pas forcément beaucoup relié aux grands axes de communication comme les axes routiers ou le chemin de fer. Vous allez avoir des agriculteurs qui pratiquent un élevage extensif, c'est-à-dire un élevage où on privilégie la qualité que la quantité, un petit peu à l'image de ce qu'on fait pour les poulets de Bresse. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur de l'élevage en batterie avec des animaux qui ne voient jamais le jour dans des entrepôts. On est sur des animaux qui sont dans la nature, qui sont nourris au grain, donc avec un minimum d'intrants chimiques. Et donc cet élevage extensif nécessite beaucoup d'espace, mais également il n'est pas dans une région avec un fort dynamisme industriel. Le témoignage de ce monsieur Gilbert Robin, qui habite donc la ville de Fachin, dans le Morvan, indique que ces personnes sont aussi, en plus d'être déconnectées physiquement par une absence d'autoroute ou de voie ferrée, ils sont aussi déconnectés par Internet. Il y a des lignes téléphoniques et Internet qui fonctionnent très mal. Il y a peu d'antennes relais, donc on peut parler d'enclavement pour cette région, avec une population qui là, pour le coup, est en forte baisse. On parle de déprise démographique. Enfin, voici la Dordogne. Alors peut-être que certains connaissent la Dordogne ou le Périgord. Ce sont des zones. La Dordogne est un département, le Périgord est une région géographique, comme on pourrait parler du Beaujolais ou des Dombes. Cette région est une région qui comprend donc des éléments historiques que vous connaissez sûrement. Le château de Castelnau de Bénac. Le château de Castelnau, c'est celui qu'on trouve dans le C'est pas sorcier consacré au Moyen-Âge. C'est un château qui a été entièrement retravaillé pour montrer quelles étaient les différentes architectures et en gros la vie moyenâgeuse dans une forteresse en France, dans cette région. Vous avez également dans cette zone-là le gouffre de Padirac, les grottes de Lascaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque moyenâgeuse, cette région qu'on appelait la Guyenne était sous le joug des Anglais, c'est-à-dire que c'était une partie de l'Angleterre qui était sur notre territoire, puisqu'il y avait des histoires de vassalité dans le cadre de la féodalité entre Anglais et Français. Donc vous avez un territoire qui est fortement marqué par la présence britannique. Aujourd'hui, on a des Anglais qui investissent en Dordogne. Alors au nom évidemment de leurs ancêtres britanniques,
ils se sentent un petit peu sur la terre de leurs arrière grands-parents. Et donc on a une société qui se met en place au sein de laquelle vivent des Français avec une population vieillissante et parallèlement des Anglais qui investissent dans cette zone. Alors il y a différents types de populations britanniques qui viennent dans le Périgord. Vous avez vu en bas à droite l'ensemble des lignes aériennes qui relient, que ce soit Édimbourg, Liverpool, Londres, etc., à Bergerac. Alors Bergerac, il faut imaginer une ville comme Villefranche-sur-Saône à peu près, hein. Et on a des avions qui, quotidiennement, durant l'été, arrivent avec son flot de touristes britanniques. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il y avait différents types de personnes britanniques dans la région de la Dordogne. Il y a premièrement les touristes qui viennent donc passer quelques jours dans cette région. Il y a également les résidents secondaires, c'est-à-dire ceux qui ont acheté une maison et qui viennent durant les vacances profiter, j'allais dire, du sud français et de son soleil, hein, même si c'est pas une région qui est ultra ensoleillée, c'est pas la Côte d'Azur non plus. Et vous avez un troisième type de population, les gens qui ont acheté un bien dans lequel ils vivent à l'année, c'est-à-dire des résidents permanents. Ces résidents permanents britanniques modifient l'architecture sociale, on va dire, de la Dordogne, au point qu'on appelle cette région le Dordognshire, autrement dit le comté de la Dordogne. Vous avez un témoignage en haut à droite qui explique que sur un village de 2600 habitants, il y a 260 Anglais. Autrement dit, il y a 10% de la population. Et cette population est une population plutôt jeune, avec des enfants qui vont aller à l'école. Ça dynamise toute une région, on ne ferme pas les écoles. On a des petits commerces qui réussissent à tenir le coup, avec même des petits commerces qui sont rachetés par des Britanniques, puisque vous voyez qu'il y a des épiceries anglaises, et il y a également toute une vie qui met en lumière le fait que vous avez une grande partie de la population qui est britannique, comme par exemple la mise en place de terrains de cricket, ou le fait qu'on puisse obtenir de la presse britannique dans un petit tabac-presse local, ou vous avez aussi du thé au lait qui est servi dans les bars locaux. Vous avez donc un tableau de synthèse qui montre les différences fondamentales qu'il peut y avoir entre ces trois régions de faible densité. Vous avez donc une Beauce économiquement performante, avec une population agricole en déclin, puisque vous savez qu'il y a peu de gens qui reprennent les exploitations agricoles, mais parallèlement, il y a quelques installations de néo-ruraux. Vous avez à l'opposé le Morvan qui là présente des signes inquiétants avec non seulement un vieillissement de la population, mais une déprise démographique liée à cette économie qui est en déclin. Donc de nombreux logements sont fermés, les commerces, les écoles sont toutes fermées. Cette déprise démographique et déprise agricole, hein, ici c'est la même chose, montre qu'en fait cette région n'a pas su rebondir, créer une nouvelle dynamique économique, et le fait qu'elle soit déconnectée, c'est-à-dire assez éloignée des axes de communication et en plus en proie à des difficultés avec le réseau internet, cette région est en crise, on peut le dire. Le Périgord parallèlement est une région dans laquelle on va trouver des similitudes avec le Morvan, sauf que le Périgord, du fait de son patrimoine, hein, encore une fois le gouffre de Padirac, etc., mais également de son histoire, avec la présence d'Anglais durant la période médiévale, eh bien cette région a trouvé un nouveau dynamisme, un dynamisme touristique essentiellement évidemment, hein, un tourisme vert, écotourisme, tourisme sportif. Il y a quelques zones aussi où l'on peut faire du canoë, hein, je pense sur la Vézère, ou même sur la Dordogne, et on essaie également de surfer sur l'idée du bien manger, et donc on met en valeur tout ce qui est gastronomie, donc le canard, le vin, le fromage, avec à chaque fois une labellisation, c'est-à-dire on essaye de faire en sorte que cette production agricole soit reconnue avec une appellation d'origine contrôlée ou une appellation d'origine protégée.